Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 6e atelier philosophique de l'année consacré à l'humain. Ce soir, nous aborderons la délicate question dite de l'animalité et donc du rapport entre l'humain et l'animal. En posant la question « qui est l'animal ?», comme nous le faisons ce soir, nous reposons d'une certaine manière et à notre façon la question de l'humain. Car rappelons d'abord que la définition classique et traditionnelle, la définition première et aristotélicienne de l'être humain, souligne bel et bien son animalité, en la qualifiant aussi de rationnel. Aristote, en effet, définit l'être humain comme animal rationnel, mais que se cache-t-il dans ces définitions? En quoi engage-t-elle l'humain? Comment envisage-t-elle le rapport entre l'humain et l'animal? C'est dire, depuis quel lieu en arrive-t-elle à distinguer l'animal rationnel et l'autre animal, celui qui serait supposément dépourvu de rationalité, dépourvu de langage et donc, voire même de pensée? Ces définitions, vous l'aurez compris, aura déterminé toute une histoire de différenciation entre l'animal rationnel et l'animal prétendument dépourvu de raison, et aura aussi marqué une hiérarchie certaine entre l'un et l'autre. L'humain est dès lors situé dans l'horizon privilégié de la liberté, de la volonté, de la responsabilité, et est doté de cette capacité à rompre la chaîne des déterminismes, pour ne rien dire de l'expérience du mourir. Lui est octroyée la faculté du jugement, de la pesée, de la mesure, de la tempérance. Mais c'est à partir de cette hiérarchie et sur fond de cette dichotomie que l'humain s'octroie le droit de dresser l'animal, de l'éduquer, de l'apprivoiser, de le consommer aussi, mais aussi que l'humain prétend déployer un savoir et par conséquent un discours quant à l'animal, une zoologie qui substituera au prétendu mutisme de l'animal une connaissance qui commandera l'agir de l'humain au nom de l'animal. En posant la question « qui est l'animal ?», nous cherchons donc à déstabiliser la hiérarchie fondée sur cette distinction et sur l'évidence de cette opposition, en interrogeant sa prétendue valeur et en appelant à réfléchir depuis quel droit nous instaurons et nous établissons la possibilité de déterminer qui est l'animal doué de raison et qui est l'animal qui s'en voit par là même dépourvu. Depuis quelle instance l'animal est-il ici catégorisé, déterminé, fixé et circonscrit à une identité établie, voire préétablie? Inversement, car il ne faudrait pas non plus conclure, ce serait là bien trop simpliste, à l'inversion de cette logique, et ainsi sombrer dans une indistinction et une indifférenciation entre l'humain et l'animal en prêtant à ce dernier, comme on l'entend souvent, toutes sortes de qualificatifs humains, ou encore en attribuant en premier toutes sortes de qualificatifs animaliers. Comment donc éviter de sombrer dans des identifications anthropomorphiques où la différence, qui pourrait être pensée sans nécessairement hiérarchiser, entre l'humain et l'animal se voit simplement niée, déniée, oblitérée? En ce sens, il faudrait en arriver à redéfinir tout entièrement notre approche de l'animal et ainsi penser à une certaine filiation dans le respect de nos multiples différenciations. Mais en posant aussi la question « qui est l'animal ?», nous n'interrogeons pas uniquement le bien fondé de cette catégorisation. Nous cherchons à soulever des questions éthiques, peut-être même politiques, face aux animaux, car en interrogeant, comme nous le faisons ici ce soir, qui est l'animal, nous marquons d'emblée une certaine primauté de la dimension morale, où l'animal se voit, pour ainsi dire, subjectivé. Tout se passe comme si, en se dégageant de la question traditionnelle « qu'est-ce que l'animal ?», l'on s'aventurerait à poser une question quant aux animaux, comme s'il s'agissait là de sujets, comme si nous engagions quelque chose comme le procédé d'une individuation
des animaux. C'est dire, nous cherchons et recherchons à penser en direction de l'animal qui n'a plus rien d'un objet, qui n'a plus rien d'un étant posé là-devant, un quoi, mais un qui animé par des mouvements d'individuation et des modalités de caractérisation propres, relevant bien plus d'une certaine forme d'autonomie ou au moins d'indépendance que d'une subordination déterminée à l'ordre de la simple causalité physique. Nous nous devons de respecter ces formes d'autonomie et d'indépendance, et nous ne pouvons pas ne pas être responsables devant elles, y répondre, s'y confronter et y engager la possibilité d'une redéfinition de l'éthique. Je viens de parler d'une forme de respect. Nous venons aussi d'assister, dans cet entretien filmé avec Bartabas, à une quête d'une certaine relation faite de respect avec des chevaux. Le cheval, ce n'est pas n'importe quel animal. Bartabas engage concrètement, nous venons de l'entendre, une relation de respect envers ses chevaux, dans laquelle il cherche, dit-il, à leur donner la possibilité d'une expression propre, d'une forme d'expressivité toute singulière et peut-être d'une communication possible. Nous reviendrons certainement sur cette relation de respect qui n'est pas évidemment basée sur une hiérarchie brutale entre l'homme et l'animal, mais ne repose pas non plus sur une réciprocité parfaite. Bien plutôt, elle s'efforce de frayer une troisième voie où l'animal et l'humain arriveraient à échanger sans cependant se substituer l'un à l'autre. Mais pour avancer dans notre interrogation philosophique, j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir, aux rencontres philosophiques de Monaco, deux remarquables philosophes, deux amis très chers aussi des rencontres, Corinne Pelluchon et Étienne Bimbenet. Nous donnerons d'abord la parole à Étienne Bimbenet, puis à Corinne Pelluchon. Je vais vous les présenter très brièvement. Étienne Bimbenet est professeur de philosophie contemporaine à l'Université Bordeaux-Montaigne et membre des archives Husserl à Paris. Il a publié de très nombreux ouvrages. Je vais en mentionner quelques-uns. En 2004, sa thèse de doctorat, Nature et humanité, le problème anthropologique dans l'œuvre de Merleau-Ponty. Puis en 2011, L'animal que je ne suis plus, chez Gallimard, pour lequel il a reçu le prix d'Agnan-Bouvray de l'Institut de France. En 2015, L'invention du réalisme au CERF. Et puis, en 2017, Le complexe des trois singes. Et c'est sur l'animalité humaine au Seuil. Ce livre, comme vous le savez, a été couronné par le prix de philosophie 2018 des rencontres philosophiques de Monaco. Ensuite, je présenterai là aussi très rapidement Corinne Pelluchon, qui est professeure à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Corinne Pelluchon est spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée. Elle s'intéresse à la bioéthique, à la philosophie de l'environnement et à la question évidemment de l'animalité. Elle a publié une dizaine d'ouvrages, je ne les citerai pas tous, mais mentionnant Léo Strauss, Une autre raison, d'autres lumières, en 2005, qui a reçu le prix François Furet, L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie, en 2009, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, les hommes, les animaux, la nature, en 2011, qui a reçu le Grand Prix Morand de l'Académie française, puis évidemment Les nourritures, philosophie du corps politique, paru en 2015, doublement couronné, mentionnant aussi, car il en sera peut-être question ce soir, je ne sais pas, le manifeste animaliste, politiser la cause animale, et tout récemment, en 2018, Éthique de la considération. Voilà, je cède tout de suite la parole à Étienne Bimbenet. Merci Raphaël. Merci à notre princesse philosophe pour son accueil à Monaco, son bel accueil à Monaco. Je voudrais alors tenter de faire droit à cette belle question, non pas qu'est-ce que l'animal, mais qui est l'animal, cette question qui tente de pointer, de viser un point d'individualité animale, et en remarquant que nous
nous sommes rarement fidèles à cette question et à sa précision parce que je pense que nous accommodons mal, nous voyons mal l'animal en son lieu, soit parce qu'il est trop proche dans l'empathie, dans l'anthropomorphisme, soit au contraire parce qu'il est trop lointain dans l'oubli, dans le divertissement, comme dit Pascal, le fait de ne pas vouloir voir en particulier l'exploitation industrielle de l'animal, sa réduction à l'état de laboratoire nutritif, comme on dit. Je viens de vous présenter implicitement un concept ici, qui est un concept courant en éthique animale, dans les éthiques animales anglo-saxonnes, qui est le concept de schizophrénie morale. C'est-à-dire qu'aux uns, on réserve une très grande proximité affective, chaleureuse, une vraie considération morale en particulier, et puis aux autres, l'oubli, la distance, le lointain. Les uns, on les aime, et les autres, on les mange. Et c'est un drôle de rapport de mauvaise accommodation, je dirais, de l'animal. Redisons les choses autrement. Je pense qu'après des siècles de mise à distance de l'animal, une mise à distance, disons, anthropocentrique, l'anthropocentrisme consistant à séparer l'humain des autres animaux et non seulement le mettre à part, mais le mettre au-dessus des autres animaux, eh bien, nous sommes en train de renverser cette situation de domination radicale du côté, au contraire, d'une très grande proximité que j'appellerais, pour l'opposer à l'anthropocentrisme, un nouveau zoocentrisme, une situation qui met l'animal au centre de notre humanité, dans une très grande proximité, parce que l'héritage darwinien, la filiation biologique nous en convainc, bien sûr. Les similitudes cognitives sont de plus en plus repérables entre nous, parce que nous sommes devenus sensibles au tort que nous causons aux animaux. Nous sommes devenus sensibles à la sentience, à la sensibilité animale, et que nous voulons tourner cette page, cette lourde page métaphysique de l'anthropocentrisme et de l'exploitation honteuse que cet anthropocentrisme nous a autorisé. Alors, tourner cette page est bienvenue. Je pense que nous sommes au seuil d'une transformation profonde de notre rapport aux animaux. Mais je ne suis pas sûr que ce nouveau récit, cette nouvelle façon de concevoir de manière très proche les animaux, ce zoocentrisme, nous fasse mieux voir l'animal que dans l'anthropocentrisme. On le voyait peu avant, il était loin, on s'en divertissait, comme on dit, là encore. On le voit très proche aujourd'hui pour des raisons à la fois scientifiques, post-darwiniennes, je dirais, et morales. Il nous est très proche, mais au fond, je pense qu'on ne le voit pas beaucoup mieux, un peu comme deux lutteurs fatigués qui, dans un corps à corps, ne se voient plus vraiment, trop proches, comme des boxeurs, vous savez, qui parfois sont l'un sur l'autre et les coups ne portent plus. J'ai l'impression qu'on en est un peu là et que se perd dans ce zoocentrisme contemporain, cette façon de mettre l'animal au centre de l'humanité, de notre humanité. J'ai l'impression que se perd un certain sens du mystère animal, une certaine étrangeté de l'animal. Et je pense en particulier à deux biais, deux plis de la pensée qui rapprochent considérablement l'animal, mais qui au fond méritent d'être critiqués, parce que je pense qu'on ne voit pas mieux l'animal de cette manière. Le premier biais, c'est un biais qui consiste à souligner une certaine similitude cognitive entre humains et animaux, à valoriser cette similitude cognitive, en particulier sur la foi d'un certain cognitivisme ou de certaines neurosciences cognitives qui sont devenues, en quelque sorte, un lexique homogène à une certaine psychologie animale et une certaine psychologie humaine. Quand vous travaillez sur la question animale, vous repérez en psychologie de l'enfant et en psychologie animale un lexique qui est exactement le même, qui est transverse, et qui fait que vous n'avez aucune raison de distinguer, puisque le vocabulaire est le même. Et plus généralement, je pense qu'on s'est installé dans un certain paysage épistémique, un paysage de savoir, largement naturaliste, c'est-à-dire qui donne aux sciences de la nature un crédit considérable, et qui oublie en particulier un autre discours sur la question animale, qui est le discours des sciences humaines. Un discours qui, en particulier à travers une méthode parfois herméneutique ou compréhensive,
nous fait apercevoir des types de comportements humains qui ne sont pas forcément réductibles aux comportements animaux, des comportements différents, qui ont une signification différente. Mais on vit aujourd'hui, depuis disons une quarantaine d'années, dans un paysage largement naturalisé qui donne un grand poids aux neurosciences cognitives, à une certaine biologie de l'évolution, à l'héritage génétique en particulier. Le gène a une importance considérable dans la manière dont se pense le rapport homme-animal. Le cerveau a une importance considérable dans la manière dont se pense ce rapport. Et quand vous abordez de manière naturaliste, de manière profondément biologique ce rapport, eh bien forcément vous concluez que nous sommes tous des êtres biologiques et donc des êtres proches les uns des autres. Donc ça c'est un premier point. L'accent très fort mis sur les neurosciences cognitives, l'accent très fort mis sur l'homogénéité cognitive fait que nous sommes très proches et que nous n'avons aucune raison de voir mieux l'animal. Je pense qu'on l'homogénise beaucoup et on le voit peu dans son étrangeté. Au fond, le vocabulaire qu'on emploie est un vocabulaire qui est, comme vocabulaire cognitiviste, très intellectualiste, au fond, très intellectualiste, une question de croyance, de jugement, de perception mais qu'elle soit logée dans une tête humaine ou dans une tête animale, finalement, ne fait pas grande différence. Donc ça, c'est un premier point, une espèce d'homogénéité épistémique entre eux et nous. Le second point, c'est un biais moral. C'est cette idée que nous sommes devenus, je le disais à l'instant, sensibles à la sensibilité animale, comme jamais. Je crois que peut-être l'inflation des animaux de compagnie, un point très important, une forme d'empathie immédiate qui est nouvelle. Une empathie souffrante aussi lorsque nous imaginons les animaux en batterie. Mais dans les deux cas, vous voyez, la sensibilité est au centre. Et qu'on imagine l'animal dans son plaisir d'être avec nous, ou qu'on l'imagine dans sa souffrance en abattoir ou en élevage en batterie, dans les deux cas, c'est d'abord un être sentient, un être sensible. Et les combats animalistes, en général, mettent au centre, c'est au centre en particulier des éthiques animales anglo-saxonnes, mais d'une manière générale des différents combats animalistes. Ce qui est au centre, c'est la sentience de l'animal. On cite souvent la phrase d'un philosophe britannique, Jeremy Bentham, qui à la fin du XVIIIe siècle rappelle que la question n'est pas de savoir si les animaux pensent ou parlent, la seule question, c'est de savoir s'ils souffrent. La sentience, sensibilité à la douleur ou au plaisir. Et c'est au cœur, c'est le cœur des éthiques animales. Sauf qu'à s'obnubiler, alors il ne s'agit pas de nier que c'est le point important, c'est évidemment le point important lorsqu'on veut soulager les souffrances de l'animal et mieux traiter les animaux. Mais je pense qu'on peut ne pas vouloir penser l'animal que depuis cette sensibilité et depuis ce statut d'animal victime. Les animaux ne sont pas que des êtres sensibles ou des êtres victimes. Alors, en vous disant ça, j'ai une pensée de derrière la tête, une pensée particulière, parce que je pense que cette figure de l'animal, qui est d'abord un être sensible, et potentiellement une victime, me semble consonner avec une certaine vision beaucoup plus générale des choses, qui est assez communément partagée, de plus en plus communément partagée, je pense, mais qui mérite la critique, je pense. Et qui serait la suivante. Ça consisterait à dire, et là on élargit un peu le regard, et ça concerne notre manière de vivre ensemble et d'envisager pour nous tous le vivre ensemble. Je pense qu'il y a dans l'idée que l'animal est d'abord un être sensible, et que nous sommes des êtres sensibles, nous aussi, et que nous sommes tous des êtres sensibles, il y a dans cette idée-là quelque chose qui est une idée très générale du politique aujourd'hui, et qui n'est pas forcément la plus belle idée du politique, du vivre ensemble, qu'on puisse imaginer. C'est une idée au fond assez dégradée de la vie en société, du vivre ensemble, qui consisterait à dire au fond, vivre ensemble, aménager politiquement le vivre ensemble, c'est avant tout se préserver de tout le mal que autrui pourrait me faire, le mal physique ou moral, en me jugeant. Et donc vivre ensemble, c'est être d'abord un soi qui se préserve des atteintes physiques ou morales de la part d'autrui. Être un soi en société, c'est être un soi immunitaire, être sensible à tout le mal que autrui pourrait me faire, physiquement ou moralement.
Et donc vivre en société, c'est revendiquer à tout prix cette sécurité et ce droit à la différence radicale. Hein. C'est, voilà, moi, le pire qui pourrait m'arriver, c'est qu'on me fasse du mal et qu'on me juge. Bon, je pense qu'il y a là une vision assez dégradée, au fond assez pauvre du vivre en commun. Je pense que nous ne sommes pas d'abord des individus auto-immunes en quelque sorte, ou immunisés, ou voulant s'immuniser de tout ce qu'on peut leur faire. Je pense que la vie en commun, ce sont des projets en commun, c'est un parler en commun, ce sont des projets politiques, c'est la constitution d'un monde commun, et que la vie ne peut pas se résumer, la vie en société ne peut pas se résumer à ça. Qu'est-ce qui fonde cette vision assez pauvre de la politique ? Au fond, c'est cette idée que nous sommes tous, fondamentalement, non pas des êtres politiques ou des êtres parlants, mais fondamentalement des êtres, je disais à l'instant, immunitaires, c'est-à-dire sensibles. Nous sommes tous d'abord des vivants sensibles, et sensibles au mal qu'on peut leur faire. Je pense qu'elle a une vision qui nous imprègne en permanence, et de plus en plus, une vision assez pauvre de la vie en commun, qui fait de nous tous des êtres sensibles. Et à cette aune-là, mesurée de cette manière-là, je pense qu'en effet, qu'on ait affaire à un animal ou à un humain, ça ne change pas grand-chose parce qu'on a affaire de toute façon à des êtres sensibles. Je pense qu'on peut prendre un certain recul par rapport à cette triste idée de la vie en commun. Je pense que la vie en commun, c'est davantage qu'une composition d'être sensible à ce qui est bon ou mauvais pour eux, chacun individuellement. Mais je pense que dans notre rapport aux animaux aujourd'hui, s'est instauré un peu cette idée-là, et on peut mieux, en quelque sorte, on peut faire mieux, à mon avis. Et vous disant cela, je pense à une version un peu alternative des choses qui consisterait à dire, et je terminerai par là, je dirais qu'on peut, plutôt que de rapprocher infiniment l'animal pour des raisons à la fois, je vous l'ai dit, épistémiques, du côté d'une similitude cognitive, ou pour des raisons morales, au prétexte que nous serions tous des êtres sensibles, au lieu de rapprocher infiniment l'animal, comme si c'était le mieux qu'on leur devait, on pourrait au contraire peut-être renverser la chose et se dire nous sommes très différents au fond, et ce n'est pas si grave de penser cela, nous sommes des êtres, des vivants parlants, des vivants politiques, et ça fait une grande différence. Et il y a dans cette condition du vivant parlant, et dans cette condition très particulière, très spécifique à l'humain, peut-être des ressources morales pour mieux traiter l'animal. Donc procédons à partir de la différence entre l'humain et les non-humains, procédons à partir de cette différence, procédons de manière anthropocentrique, même si ce mot est très mal famé, mais au fond il peut être transformé, et voyons si dans cette condition langagière en particulier et politique de l'humain, il n'y a pas des ressources morales. Nous parlons, bizarrement nous parlons aussi aux animaux, alors même qu'ils ne parlent pas notre langage, ils parlent autrement, ils ont des systèmes de communication qui sont différents. Mais nous leur parlons, l'enfant parle spontanément aux animaux, et donc il y a, d'une certaine manière, dans le langage humain, dans le parler humain, quelque chose de très inclusif. C'est étonnant, mais quand on aborde l'humain à partir de cette spécificité radicale de sa condition langagière, le fait que nous soyons des vivants parlants et que nous soyons les seuls à parler comme nous parlons, eh bien, il y a dans cette condition d'être parlant quelque chose qui peut être accueillant à d'autres vivants, jusqu'aux animaux. Le fait de parler, le fait de désigner le monde à l'adresse des autres, désigne un monde commun, mais un monde qui est commun aussi aux animaux. Et il y a là quelque chose comme une ligne de fuite, un mouvement d'élargissement qui peut être accueillant aux animaux, qui peut élargir la grande maison humaine, pourquoi pas. Il me semble que si on procède ainsi, alors peut s'inventer peut-être un respect, alors non pas dans la similitude radicale, dans la proximité entre eux et nous, mais dans la différence. Nous sommes différents, ils sont différents. Ça n'empêche pas de les respecter. Je vous fais 3 petites propositions pour terminer sur ce respect dans la différence, ce respect qui n'empêche pas une différence entre l'homme et les animaux ou entre les animaux et l'homme. Ce que j'appellerais un anthropocentrisme élargi, c'est-à-dire procédons à partir de ce que nous sommes et voyons si ce que nous sommes va s'élargissant et va accueillir les animaux. Première proposition, nous allons vers davantage de respect, nous allons vers une mieux traitance de l'animal, mais ce mouvement-là, il est humain, il nous incombe. Ce n'est pas les animaux qui ouvriront ou qui élargiront les cages. Donc c'est à nous de faire le travail. Ça a l'air évidemment évident puisque nous avons fabriqué ces cages, et donc c'est à nous de les desserrer, c'est à nous de les élargir. Mais ça consiste à dire plus précisément que
il devient absurde, par exemple, je pense, de se poser la question de savoir si les animaux ont des droits. Une question qui est souvent posée. Les animaux ont-ils des droits? Je pense que cette question est une mauvaise question. Elle est mal posée. Les animaux n'ont pas des droits, pas plus que les humains ont des droits. Ils n'ont pas de droits. Les humains, pas plus que les animaux, n'ont de droits. Les humains ont inventé, ont construit des droits humains fondamentaux. C'est très différent. Nous avons inventé ce statut très étrange, qui est un statut transnational, une sacralité, un respect dû à tout autre être humain, quel qu'il soit. Bon, nous sommes en train d'inventer et de construire des droits pour les animaux, mais oui, c'est une construction humaine. Et elle nous incombe. Et ils ne font pas le travail. Ils ne font pas métaphysiquement le travail, comme s'il y avait une nature animale fondamentale qui attendait qu'on la découvre et qu'on dise « ah bah, ils ont des droits ». Non, 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 nous construirons des droits. Deuxième proposition, cette réforme juridique du rapport aux animaux, elle passera aussi, je pense, par une réforme du regard, de notre sensibilité, non pas au sens de la sentience, mais de la perception. Ça passera par un travail pédagogique du regard et de la perception qui nous apprendra de plus en plus, je pense, à voir les animaux d'une manière nouvelle. Un concept assez connu en philosophie, de voir comme, voir la même figure comme un canard ou comme un lapin. Vous pouvez voir les oreilles du lapin comme le bec du canard, et tout d'un coup, vous voyez complètement autre chose. De la même manière, vous pouvez voir le même corps animal soit comme de la viande, soit au contraire comme un sujet animal. Qui est l'animal? Comme un qui, comme quelqu'un qui est quelqu'un, un sujet, un alter ego. Vous pouvez voir une personne dans les yeux d'un animal, quelqu'un qui est là. Pas une personne humaine, mais le sujet de sa vie. Mais pour ça, il faut un travail pédagogique, un travail du regard. Et là encore, je dirais que c'est un travail anthropocentré, c'est-à-dire que ce travail, au fond, il a commencé depuis fort longtemps pour une espèce vivante très particulière. Il y a une espèce vivante très particulière qui se sacralise et qui se regarde comme sacrée, en quelque sorte, et qui regarde son propre corps comme sacré. C'est nous, humains. Nous avons inventé, construit, dans le rapport au corps humain, une sacralité fondamentale. Nous ne mangeons pas nos morts. Si vous étiez en train de manger de la viande à midi et qu'on vous disait en fait tu es en train de manger ta grand-mère ou ton grand-père, on est saisi d'effroi. Donc, et un enfant qui a un hamster ou un petit lapin ne mangerait pas son hamster ou son lapin parce qu'il a déployé, il a construit dans le vivre ensemble une espèce de respect ou d'effroi sacré en quelque sorte pour le corps de son animal. Donc là, il y a une ressource, je pense, qui est une ressource qui consiste à élargir progressivement le cercle du respect interhumain et à l'élargir pour d'autres corps que les nôtres, pour d'autres vies que les nôtres. Et je pense que c'est un mouvement concentrique qui procède anthropocentriquement, c'est-à-dire qui procède à partir de l'humain et qui ne demande qu'à s'élargir. Troisième et dernière proposition, et j'arrête là, d'un anthropocentrisme élargi. Si nous procédons à partir de la manière dont nous vivons, est-ce qu'il n'y a pas des ressources pour élargir ces manières et y inclure l'animal? Nous avons dans nos formes de vie une manière de vivre qui n'est pas centrée sur le vivre proprement vivant, sur la vie nue, le simple fait de survivre. Aujourd'hui, là, ce soir, vous êtes en train de faire quelque chose qui ne regarde pas simplement le fait de vivre. Vous faites des choses, voilà, c'est une forme d'exercice intellectuel et philosophique. Nous déployons, nous entretenons, nous exerçons un certain nombre de capacités qui passent, qui outrepassent la simple vie. Et lorsque nous tombons malades, au contraire, nous rétrécissons le vivre sur la simple survie, sur la vie nue. C'est la hantise du courant d'air, la hantise de ce qui pourrait me nuire. Bon, voilà, on peut se rétrécir à cela. On peut se rétrécir à ce qui est bon ou mauvais pour moi, mais d'une manière générale, on va au-delà de cette sensibilité à ce qui est bon ou mauvais pour moi. Cette différence entre vie nue et vie bonne, on pourrait dire, une vie nue, une simple survie, et une vie bonne qui excelle dans ses différentes capacités, différence très aristotélicienne, qui a été retravaillée de manière assez récente par Martha Nussbaum, et qui a été retravaillée en rapport avec les animaux. Martha Nussbaum dit
peut-être qu'à propos des animaux, nous pourrions leur devoir autre chose que la simple sentience, la simple sensibilité à ce qui est bon ou mauvais pour eux, la simple vie nue. Eux aussi, les animaux, ont des capacités, et eux aussi ont droit à pourraient avoir une vie bonne. Pourraient avoir une vie bonne, une vie qui consisterait à exceller dans certaines capacités sensorielles ou motrices, etc. Et la vie avec l'animal, ça n'est pas juste la vie avec un animal potentiellement victime, qu'il faudrait préserver à tout prix, c'est aussi faire des choses avec les animaux. Faire des choses et explorer avec eux des capacités qui sont les leurs, des capacités sensorielles, motrices, des capacités de jeu, des capacités d'attention aux autres, etc. Il y a des animaux qui peuvent avoir des actes de bravoure, par exemple. Des animaux qui sont des animaux qui s'exercent sportivement, les chevaux, les chiens, etc. Il y a des chiens d'aveugle, des chiens de guide, des chiens de pompiers, etc., qui font des choses, qui nous apprennent certaines choses. Et l'animalité, c'est ça aussi. C'est pas juste le rétrécissement sur la simple vie ou la vie sensible à soi. Et ça aussi, d'une certaine manière, c'est ce que nous vivons spontanément et que nous pouvons explorer chez les animaux. Donc voilà ce que je voulais vous dire, la très forte proximité qui est la nôtre aujourd'hui avec les animaux et qui centre ce rapport sur la similitude cognitive et sur la vie seulement sensible en quelque sorte. On peut prendre un peu de recul par rapport à cette proximité, élargir un peu la focale, essayer de voir les choses d'un peu plus loin pour restituer peut-être une certaine étrangeté animale, et une différence animale en quelque sorte, et penser autrement le combat animaliste qui a commencé. Alors il peut se poursuivre, on peut se raconter toutes sortes de choses sur le fait que nous sommes des animaux, ils sont comme nous, etc. Nous sommes des animaux comme les autres. On peut aussi y aller différemment, avec un peu plus de lucidité, je pense. Je vous remercie. Merci beaucoup Étienne. Corinne, c'est à toi. Merci beaucoup de m'avoir invitée, j'en suis très contente. Merci aussi de votre accueil si chaleureux. Alors moi, je vais vous proposer 5 remarques qui sont autant de manières de commenter cette expression, cette question, qui est l'animal ? La première remarque, d'abord je voudrais insister sur le pluriel, car pour moi il n'y a pas l'animal, mais il y a des animaux. Le singulier masque 3 choses essentielles. D'abord la diversité des espèces, leur hétérogénéité. Deuxièmement, il gomme, ce singulier, l'individualité et même l'individuation d'un animal. Le fait que chaque animal est un soi vulnérable, c'est quelqu'un qui vit sa vie à la première personne, qui n'est pas un exemplaire indifférencié de l'espèce chat, chien, vache. Alors bien sûr, il a des besoins de base liés aux normes de son espèce, mais il a aussi des préférences individuelles que sa biographie a conformées, et il est capable de les communiquer à ses congénères et à nous-mêmes, même si, bien souvent, nous ne lui laissons pas cette possibilité ou ne les entendons pas. Ça veut dire déjà que la sentience, la capacité à éprouver la douleur, la souffrance, c'est une chose, mais la sentience est aussi la capacité à communiquer ses intérêts et à les exprimer, à interagir, c'est déjà une agentivité. La troisième chose que le singulier masque, c'est le fait que l'animal, ce mot, l'animal, c'est forgé en opposition à un autre singulier, peut-être aussi problématique, l'homme, et ça masque le fait qu'entre les humains et les animaux, il y a des lignes de similitude et des différences. Alors, il y a effectivement un biais qui caractérise, ça a été dit, la plupart des approches de l'animalité et que l'on retrouve parfois chez ceux qui subordonnent le respect d'un animal à la possession chez lui de facultés cognitives et à la présence en lui de traits autrefois réservés à l'humain. Et ce biais consiste à étudier les animaux du point de vue de l'humain, donc en comparant leurs capacité cognitive, en se demandant ce que l'animal a de moins que l'homme ou ce que telle espèce a de plus que les autres, et donc en rétablissant une sorte d'échelle des êtres avec au sommet un humain d'ailleurs conformé, qui est plutôt un adulte normal, etc. Bref, il s'agit d'une impasse parce qu'on projette, disait Merleau-Ponty, sur d'autres formes de vie et d'existence, le miroir de l'humain, et même, disait-il, de l'humain sain et non de l'enfant, etc. Une telle approche conduit à rejeter dans l'insignifiance toute conduite qui n'est pas comme nous. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'altérité, c'est-à-dire la positivité de la différence. Ce qui m'intéresse, c'est l'hétérogénéité.
peut-être même l'incomparabilité. L'hétérogénéité des accès au réel, le fait que le chien, la chauve-souris ne mettent pas en forme le monde comme nous, mais ils mettent en forme le monde, c'est-à-dire que leur rapport à leur milieu, lequel est toujours changeant, parfois précaire, eh bien ce rapport au milieu, il est signifiant. Il n'est pas à appréhender à la lumière de réflexes, de déterminisme, c'est un comportement, encore une fois Merleau-Ponty. Et pour comprendre cela, c'est vrai qu'il faut être attentif aux manières d'être de ces autres existants. Il faut renoncer aussi à cette manie que nous avons de penser les autres, humains et non humains, en termes de supérieur et d'inférieur. Et il faut arrêter aussi de penser ce qui nous convient et qui nous ressemble comme étant le seul étalon de mesure, le critère absolu qui nous permet de mesurer, d'évaluer les autres vies. Alors, deuxième remarque, penser l'hétérogénéité des autres formes d'existence n'implique pas de dire que nous sommes comme des animaux et qu'il n'y aurait aucune spécificité de l'humain. Pour moi, il y a une spécificité, voire plusieurs spécificités de l'humain. La première, ça tient à notre capacité à appréhender d'autres formes de vie, d'autres formes d'existence de manière qui sont très éloignées de nous par la connaissance et aussi la responsabilité qui est une spécificité de l'humain. Bien sûr, les animaux sont capables d'empathie, sont capables de cette identification à tout être sensible, bon, plus ou moins, mais la responsabilité est un concept plus différent qui suppose qui excède la capacité d'identification avec celui que je vois en chair et en os, ce qui peut même excéder les capacités de représentation. Rappelons-nous ce que disait Günther Anders de la responsabilité à l'âge atomique. Nous sommes responsables d'êtres dont nous ne voyons pas le visage, nous sommes responsables d'êtres qui sont affectés par nos modes de comportement. La responsabilité, c'est une autre démarche que l'empathie. Enfin, il y a une asymétrie entre les animaux et nous, et dont il faut tenir compte précisément quand on parle de déterminer les règles de la cohabitation entre eux et nous d'une manière plus juste. Et ce sera un des points centraux de mon travail tout à l'heure, enfin, de ma communication. En effet, même si les animaux ne sont pas seulement des patients moraux, ne sont pas seulement passifs, ils ont des compétences, ils savent élever leurs petits, ils peuvent communiquer, etc., ils ont besoin, pour que leurs intérêts, leurs besoins de base et leurs préférences aient droit de cité, eh bien, ils ont besoin d'humains qui portent ces intérêts devant la place publique et les défendent devant d'autres humains qui parfois ne veulent pas en entendre parler ou qui parfois les exploitent au mépris justement de leurs normes de base et de leur individuation. Pour les droits, c'est pareil. Effectivement, le droit est une invention humaine, c'est une manière c'est un outil artificiel. Les droits qu'on peut conférer aux animaux sont anthropogéniques, conférés par l'humain, mais peut-être que le point de départ de ces droits par nous conférés, c'est peut-être cette agentivité, c'est ce qu'ils sont en droit d'attendre de nous. Alors moi j'ai employé, pour finir cette deuxième remarque, le mot existence, qui est très fort, qui avait été introduit aussi par Merleau-Ponty dès les années 40. Il parle des animaux comme d'autres existences, c'est très beau, parce qu'il veut dire que les animaux ne sont pas arrivés à l'instinct, et qu'il y a une phrase qu'il emploie dans ses causeries de 48, il dit, c'est l'effort, les animaux c'est l'effort d'une existence, d'un être qui met en forme le monde, justement dans un monde, enfin dans une existence. C'est une existence qui est dans un monde dont il n'a pas la clé. Ça veut dire que les animaux ont un rapport au milieu qui n'est pas facile. Il y a cette précarité et peut-être aussi ils sont des consciences, mais ils n'ont pas peut-être cette réflexivité qui nous permet, nous, de nous tenir à distance et qui nous permet souvent de minimiser ce qu'on vit immédiatement. Par exemple, on va chez le médecin, on a une piqûre, c'est désagréable, ou un traitement, mais plus tard, ça ira mieux. Les animaux souffrent peut-être autrement que nous, mais peut-être plus, car ils sont enfermés dans leur douleur. Ils n'ont pas cette capacité de la mettre à distance. J'ai parlé également autre existence. Effectivement, pour moi, le mot le plus important, c'est autre, altérité. Les animaux, pour moi, sont nos professeurs d'altérité. Parce que tout ce que nous faisons de ces autres existants avec lesquels nous avons tant de mal à cohabiter, et que nous acceptons dans notre monde, qu'à condition qu'ils nous servent ou qu'ils nous plaisent, eh bien tout cela, ça en dit long sur ce que nous sommes et sur nos difficultés à vivre avec les autres. Et disons cela, vous voyez, c'est le rapport à l'altérité qui est en cause dans nos rapports aux animaux. La question qui est l'animal, on voit vraiment que le coup de projecteur est sur ce que nous sommes. Troisième remarque, la manière dont on pense les animaux et surtout dont nous les traitons en dit beaucoup
sur nous-mêmes, c'est un test qui révèle les fondements de notre éthique et de notre justice. C'est une épreuve de notre humanisme, de la manière dont nous avons pensé notre humanité. Alors, moi, je pense que nos rapports aux animaux ne sont pas seulement ni essentiellement l'occasion de dénoncer ce qu'a été l'humanisme anthropocentriste, comme l'ont fait de très grands avant nous, Derrida, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss. Mais la question animale est l'occasion, selon moi, de promouvoir un autre humanisme de l'altérité, de la diversité et justement lié aussi à notre responsabilité. Je vais insister là-dessus. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la hétérogénéité des accès au réel. C'était vraiment finalement la leçon de Montaigne dans les essais, hein, quand il disait qu'on n'est pas obligé pour affirmer la dignité de l'humain d'affirmer l'indignité des animaux, et qui disait que quand on parle d'instinct, souvent il s'agit d'une intelligence que nous ne comprenons pas. Vous savez à quel point Montaigne aussi disait que cette manière de mépriser ce qui est autre que nous se retrouvait dans nos rapports aux autres cultures. Il parlait finalement, il condamnait l'ethnocentrisme avant qu'on ait ce mot. Et Claude Lévi-Strauss, grand lecteur de Montaigne, s'en souviendra d'Anthropologie structurale, dans ce texte si souvent cité, mais que je vous résume trop vite, hein, de 73, il dira que justement en séparant radicalement l'humanité de l'animalité, l'humain ouvrait un cycle maudit, car cet humanisme fondé sur l'amour-propre conduirait à n'accorder à une minorité d'humains toujours plus restreinte des droits, et en tout cas ça ferait que justement on ne respecterait qu'une humanité qui nous ressemblerait. Donc ça veut dire que cette manière de séparer l'humain de l'animal justement comportait en son sein là une posture de discrimination, de racisme, etc. Alors la critique de l'humanisme, je l'ai dit tout à l'heure, a été longtemps au cœur des philosophies de l'animalité, chez Derrida, chez Elisabeth de Fontenay, Florence Burga, plus proche de nous. De même, avec des concepts différents, les grands fondateurs de l'éthique animale dans les années 70 aux États-Unis ont employé un autre mot, mais ils ont dénoncé également des préjugés qui imprégnaient notre éthique et justifiaient certaines pratiques violentes. Vous avez sans doute reconnu ici la question du spécisme et de l'antispécisme, mais je voudrais rappeler, avant de m'en démarquer, que ce mot antispécisme ne gomme pas les différences existantes entre les humains et les animaux, ni entre les animaux. L'antispécisme, c'était l'idée que, il était injuste de ne pas prendre en compte les intérêts des animaux et, par exemple, de conduire une expérimentation ou de quelque chose sans anesthésie sur un animal sensible, alors qu'on ne l'aurait pas du tout fait chez un autre humain. C'est-à-dire que c'est pointer des contradictions et une faute de raisonnement. On en a fait en France une idéologie bannissant toute hiérarchie entre humains et animaux et même toute différence. C'est pas ça. Ce qu'il y avait dans ce premier mouvement de l'éthique animale des années 70, c'était vraiment mettre au jour une injustice liée à des préjugés qui faisaient qu'on s'autorisait tout sur les animaux et qu'on en faisait bon marché. Alors moi, je pense néanmoins que même si on rectifie ces contresens souvent colportés dans les médias sur l'antispécisme, dont on fait une sorte d'idéologie, je pense que cette approche-là n'est plus aujourd'hui l'angle à partir duquel on peut penser une amélioration de la condition animale. Je crois effectivement que c'est à partir de l'humain qu'on protège les animaux. Et pour moi, et je l'avais dit dès 2011, j'avais montré que finalement, pour l'essentiel, c'était de changer la philosophie du sujet qui sous-tend souvent notre éthique et surtout nos constructions politiques. L'idée, c'était de se mettre sur le versant positif de la déconstruction. C'est-à-dire qu'au lieu de pointer la manière dont les philosophes, comme dit Derrida, s'étaient donné le mot pour rater l'animal, pour l'expliquer par ce qu'il n'avait pas, pour le reprocher de ne pas avoir le logos, la raison, etc., il s'agissait plutôt de se demander ce que serait une éthique, ce que serait une politique qui prendrait vraiment au sérieux le fait que les animaux comptent. Pas seulement parce qu'ils sont sentients, mais parce que justement aussi nous cohabitons avec eux, que de fait leur existence nous oblige. Alors moi j'ai cherché à construire une théorie morale et surtout politique qui prendrait au sérieux cela. Et cette démarche souligne le fait que la question animale n'est plus un îlot éthique. C'est-à-dire qu'elle est intégrée non seulement à une théorie politique globale qui va s'appuyer sur une philosophie de l'existence où l'humain n'est pas seulement pris comme projet, comme liberté, mais il est pris dans la dimension matérielle de son existence, dans sa corporéité.
Habiter, c'est toujours cohabiter avec des humains, mais aussi avec des animaux. Manger, c'est toujours avoir un impact sur les humains, mais aussi sur les animaux, c'est dire la place que je confère aux autres humains et non humains au sein de mon existence. Je ne suis jamais seule, même quand je mange toute seule à ma table, il y a ces convives invisibles. Et effectivement, je dis si pour moi, me nourrir en faisant couler le sang des bêtes va de soi ou pas. En tout cas, vous voyez qu'à partir du moment où on pense que vivre, c'est vivre d'eux, c'est vivre avec humains et non humains, alors à ce moment-là, le politique n'est plus un jeu entre nous, humain, ce n'est plus borné à la coexistence des libertés individuelles, ni à la réduction des inégalités iniques, deux grandes finalités de l'État, évidemment fondamentales, qui sont classiquement dévolues aux politiques dans le contrat social classique, mais à celles-ci s'ajoute la prise en compte de la biosphère et la prise en compte des intérêts des autres vivants. Alors il s'agira de savoir comment dans une démocratie, sur un sujet qui divise, avec des individus qui ne pensent pas la même chose. Mais n'empêche que la question animale s'invite au cœur du politique parce que les animaux s'invitent au cœur de nos vies dès que nous considérons cette matérialité de l'existence. On voit là que nos rapports aux animaux dévoilent notre identité, ils révèlent le quiz du qui suis-je. Finalement, ce n'est pas l'animal qui est l'animal, c'est qui es-tu toi pour faire accepter ce qu'on fait chaque jour à d'autres êtres sensibles, que personne aujourd'hui ne songe à identifier à des machines. C'est en ce sens-là que la cause animale devient stratégique. Non seulement elle est profonde, elle est universelle, elle concerne chacun, chacune, quelles que soient les conséquences qu'elle en tire dans ses styles de vie, dans son alimentation, la mode, etc. Mais vraiment, la question animale est stratégique car ce que nous faisons chaque jour aux animaux, surtout avec la généralisation de l'élevage intensif, l'industrialisation, eh bien, devient un coup de projecteur sur un modèle de développement qui fait bon marché des animaux, qui les réifie, qui, dans l'élevage, finalement transforme l'élevage en production animale, où l'élevage qui était une relation au vivant devient finalement quelque chose où on doit produire en un minimum de temps, qui commande la réduction constante des coûts de revient. Il faut que les animaux produisent plus en coûtant le moins cher possible, etc. Et tout ça, justement, cela souligne aussi tout ce que ça impose aussi aux humains qui font cela. C'est-à-dire que ce modèle de développement fondé sur l'exploitation sans limite, finalement, des autres vivants et des ressources, eh bien, a un coût psychologique et moral pour les humains, car ils sont obligés, pour le supporter, surtout quand il s'agit des personnes auxquelles on délègue, par exemple, la tâche de tuer des animaux souvent très jeunes qui veulent vivre, eh bien, ils sont obligés, ces gens-là sont obligés de s'insensibiliser, de se cliver, de minimiser, en tout cas d'utiliser des stratégies psychologiques comme le déni qui vont les insensibiliser. Mais cette apathie, cette insensibilisation va avoir des conséquences dans tout le domaine de leur vie. Ce refoulement d'émotions négatives est catastrophique sur le plan psychique et social. Donc la violence envers les animaux tués en masse, pour leur chair et leur sang, et élevés souvent au mépris de leurs normes éthologiques, eh bien, c'est le miroir d'une humanité qui a laissé s'installer ce modèle de développement dont les contre-productivités sociales et environnementales aujourd'hui n'échappent à personne. Et c'est en ce sens-là que la cause animale ou la question animale devient le cœur non seulement de la protestation de ce modèle de développement, mais aussi le fer de lance de la promotion d'un modèle de développement qui serait plus juste, qui serait plus même qui aurait plus de bon sens, puisqu'on arrive à des aberrations quand même, hein, où les animaux pour supporter leurs conditions, on les mutile, castration à vif des porcelets, etc., etc. Et vous voyez, là, la question animale est au cœur d'une dénonciation et d'un projet politique global. La question importante, c'est ce mot global. Et elle cesse d'être un îlot parce que, justement, elle concerne également, elle interroge le modèle de développement, hein, ce qu'est devenu l'économie aujourd'hui, l'administration de la maison, et elle s'associe à l'écologie, pensée, elle aussi, non pas de manière seulement atomiste, liée à l'environnement, mais pensée comme sagesse de l'habitation de la Terre. La question, c'est comment habiter mieux avec les autres vivants. C'est mon 4e point et avant-dernier. Il s'agit donc d'articuler une théorie morale et politique à cette réflexion sur l'existence, sur l'habitation de la Terre et donc de la cohabitation avec les autres.
Et je voulais ajouter que là, on voit bien que le rapport aux animaux pose évidemment des problèmes éthiques, de cruauté, mais surtout de justice. Et la question de la justice, c'est la question des limites qu'on assigne ou pas à son bon droit, à son droit d'user comme bon nous semble des autres. Or, justement, voyez pourquoi il y a une injustice de notre justice, c'est parce que, on l'a dit, les besoins de base des animaux, ce qu'ils sont, le besoin des poules d'étendre leurs ailes, des cochons de fouiner le sol, et leur subjectivité, limite de l'intérieur notre bon droit, limite de l'intérieur notre droit d'en user comme bon nous semble. Et pourtant, nous nous octroyons une souveraineté quasi absolue sur eux, sans parler d'autres pratiques qui les frustrent tout le temps quand on les encage, etc. Donc vous voyez que là, c'est vraiment, quand je disais, je parlais d'un miroir, ce que nous faisons aux animaux creuse les traits de notre visage. Et c'est ça la responsabilité aussi. Donc on revient à une identité très forte, une identité morale. Et pour finir, j'ai dit que notre politique était finalement une zoopolitique. En reprenant ce mot, une géographe qui ne l'avait pas politisé, qui parlait de zoopolis, elle introduit ce terme en 1999 parce qu'elle parlait des villes, et dans les villes, il y a des oiseaux, des pigeons, des écureuils, il y a une communauté mixte d'humains et non humains, et bien souvent nous avons construit les villes sans penser ou à leur manière de nicher, etc. Ça change un peu. Bon. Et alors en 2011, Kim Lika et Donaldson, puis moi en 2015, on va s'emparer de ce mot qu'on trouve bien, enfin moi surtout je trouve bien chez eux, donc je le reprends, mais différemment, pour en donner un sens politique à cette notion, c'est-à-dire que la question politique devient comment déterminer des règles de la cohabitation entre humains et non humains, comment déterminer des règles du vivre ensemble, où on prend en compte les intérêts des humains, évidemment, mais aussi les intérêts des animaux. Donaldson et Kim Lika essaieront de nous montrer ce que c'est qu'une zoopolitique accomplie. Moi, considérant l'asymétrie radicale entre humains et animaux, et surtout le fait que beaucoup de gens ne sont pas encore arrivés à penser que la politique concerne aussi les animaux, j'ai essayé de montrer les 3 niveaux du politique. Effectivement, politiser la cause animale, c'est et j'en ai déjà un petit peu parlé, le politique. Quelles sont les finalités du politique? Pourquoi la question animale aussi est une des finalités de l'État, un des devoirs de l'État, qui pourrait d'ailleurs être inscrit dans sa constitution comme certains pays d'Europe l'ont fait. Bon, ça c'est la question vraiment que j'ai essayé d'élaborer dans les nourritures en l'associant à une théorie, à une phénoménologie du corps, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais je voudrais me centrer sur le 2e niveau, qui est la politique, pas le politique, politics, mais la politique, c'est-à-dire l'art de négocier des compromis entre des personnes très différentes qui n'ont ni les mêmes intérêts économiques, ni les mêmes visions du monde. Nous, quoi. Comment faire pour trouver des accords sur fond de désaccords, puisque tout le monde n'a pas les mêmes horizons, tout le monde n'a pas les mêmes conceptions fortes du bien, du mal, même par rapport aux animaux, les mêmes représentations. Et vous savez à quel point les conflits, par exemple sur la corrida, la chasse, engagent les identités des personnes, donc c'est des choses qui divisent. Comment arriver malgré tout à dessiner des accords pour qu'on arrive à des améliorations, notamment dans le domaine où tout le monde semble reconnaître qu'il y a des aberrations, l'élevage industriel, etc. Ça suppose d'abord de faire des pas de côté. En éthique, on peut être pur. En politique, il faut penser avec d'autres différents. La démocratie, une démocratie saine, c'est une démocratie où on peut exprimer ses différends avec un D, sans se massacrer, et où même les minorités sont des forces actives qui peuvent mettre de la perplexité, de l'interrogation dans le monde, faire bouger les lignes sans violence. Et la démocratie, elle vit de ça. Les progrès sociaux ont été amenés par ça. La conflictualité est essentielle, mais également, il faut savoir négocier quand même des accords. C'est ça une démocratie. Le pluralisme. Alors moi, je crois que vraiment, il y a un effort, et en France, nous ne sommes pas les champions, un effort pour que chacun mettre en avant les positions qui pourraient tracer des pistes communes. Et pourtant, elles sont
Et elles existent. Moi, j'ai participé l'année dernière, en marge des États généraux de l'alimentation, avec la Fondation Nature et Hommes, ou autrement, à des rendez-vous avec des éleveurs, des gens de la FNSEA, des directeurs d'abattoirs. Bon, ils savaient que j'étais végane, mais n'empêche qu'on arrivait à la fin de l'après-midi à dessiner des listes, une liste de pistes communes sur la traçabilité, sur sur le fait d'éviter certaines mutilations, sur le fait de réorienter les aides de la PAC, qui ont des conséquences considérables, puisqu'aujourd'hui en Europe on subventionne surtout les élevages intensifs, en rappelant aussi tout ce qui se fait en Europe, en Suède par exemple depuis 86, même dans les élevages dits massifs, enfin, je ne voudrais pas dire concentrationnaires, mais enfin vous voyez, les élevages industriels, il n'y a pas de mutilation à vif des animaux, il y a un endroit pour les déjections des truies et des cochons et l'autre où ils vivent, et il n'y a pas de truies gestantes en cage, etc. Il y a des choses qui peuvent se faire. Bon, il y avait plein de pistes communes, et moi j'ai été extrêmement affectée par le niveau des débats à la télévision ou ailleurs dans les médias, où sans arrêt on opposait vegan à non vegan, alors que ce n'est pas du tout la question si on veut avancer au niveau politique pour justement améliorer la condition animale. On pourra peut-être en parler parce que ça c'est vraiment un point essentiel. Alors je voulais dire que enfin, le troisième volet, je m'arrêterai là, le troisième volet, il est culturel et économique. Il y a au niveau économique un marché bio, vegan, au niveau de la mode, hein, vous savez que la mode est le deuxième pollueur, et au passage, s'agissant de l'Europe, la Norvège, qui est un pays où il y avait environ 200 à 250 élevages de fourrure, le gouvernement a un plan de transition pour aider les personnes travaillant dans ces domaines à se reconvertir, et ils vont arrêter à l'horizon 2022 la fourrure. Donc vous voyez, en Europe, il n'y a pas de paradis pour les animaux en Europe, mais il y a des pays où on avance, pourtant ils ont les mêmes problèmes économiques que nous, parce qu'ils savent négocier des accords sur fond de désaccords. Mais vous voyez, le volet économique il y a aussi des marchés, et ça c'est très important. Et puis le niveau culturel qui est lié à l'éducation, ça a été dit, au changement du regard. Et moi j'ajouterais que il y a le changement de regard, mais il y a aussi quelque chose de très profond dans la cause animale qui touche nos représentations, y compris les plus archaïques. Car nos rapports aux animaux touchent le sentir. On ne fait pas de philosophie avec eux. Remarquez, comme ça, on est un peu tranquille. Hein, mais on a un rapport de sensation au niveau du sentir, ou même au niveau du pathique, hein, dans ce qu'il y a de plus archaïque, symbolique. C'est en ce sens-là aussi qu'ils sont nos professeurs d'altérité. On n'en fait jamais le tour. Ça touche l'enfant en nous, le souvenir. Bon. Et quand on parle des animaux, ça touche le tréfonds de notre humanité. Et je crois que dans nos rapports aux animaux, on ne pourra pas changer sans une transformation profonde de soi qui engage un processus d'individuation, ou que moi j'avais tenté de décrire dans l'éthique de la considération, qui ne concerne pas seulement le rapport aux animaux, mais qui le concerne aussi, ou quand la conscience d'appartenir à un monde commun, plus vaste que moi, lié aux générations passées, présentes, futures, aux autres vivants, et que justement cette conscience devient un savoir vécu, le lien profond qui m'unit aux autres vivants faits de chair et de sang, qui sont mortels et engendrés, qui sont vulnérables, qui ont cette passivité, cet impouvoir au cœur du pouvoir, qui ne sont pas que ça, qui veulent aussi s'épanouir, qui veulent de la joie, eh bien, ce lien profond qui m'unit aux autres vivants devient une évidence qui change mon rapport au monde, qui change mon regard, qui change mes désirs, mes aspirations, et qui fait que l'épanouissement de ces autres existants devient une composante de mon propre épanouissement, mais qu'aussi la souffrance qui leur est imposée devient quelque chose qui érode profondément mon désir de vivre, ce qui est mon cas. Alors, je conclurai en disant que selon moi, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous n'avons jamais autant parlé des animaux, mais dans les faits, peu de choses changent, en particulier en France, qui est d'ailleurs, avec l'Espagne, la lanterne rouge de l'Europe. Je pourrais en parler, parce que je connais assez bien les législations européennes. Mais je dirais que nous sommes à la croisée des chemins pour une raison très profonde, et là je reviens à l'idée que la cause animale n'est pas un îlot éthique n'intéressant que les animalistes, mais nous intéressant toutes et toutes. C'est que moi, je crois que la cause animale, comme l'écologie, travaille la question de nos limites, les limites qu'on assigne ou pas à notre bon droit de tout faire sur les autres. Et c'est vrai que je crois que sans une réconciliation de l'humain avec sa part de finitude, qui travaille la question des limites, finitude de la planète, finitude, mort, mortalité, sans la réconciliation avec la vulnérabilité,
qui n'est pas seulement l'humain, puisqu'il y a aussi la dimension de plaisir qui caractérise l'humain, il y a le projet, mais sans la réconciliation avec ces dimensions-là de l'existence qui ont été un petit peu amputées par la technoscience, je crois qu'effectivement, il n'y aura pas de progrès pour instaurer un rapport à autrui, au plus autrui de tous les autrui, les animaux, mais aussi aux autres vivants, eh bien, qui soit autre chose que de la domination. Et moi, je crois que l'âge du vivant, dont on voit des signes avant-coureurs avec l'engouement des jeunes pour la question animale et l'écologie, est quelque chose qu'il faut accompagner, mais qui, évidemment, a un autre camp ennemi, si je puis dire, également fort, tonitruant, qui est cet âge caractérisé par un rapport décomplexé au nihilisme, par la toute-puissance, le rejet de l'altérité. Donc, avec toutes ces manifestations, le nous contre vous, le rejet de l'altérité, le dégoût de la naissance, le dégoût du corps, de la mort, et la toute-puissance, la domination, et on a des manifestations politiques de cela. Et je crois que tout est lié. Et je crois effectivement que la cause animale, qui est l'animal, vous voyez, c'est vraiment évidemment eux, les comprendre, les aimer et les appréhender en voyant leur étrangeté, en l'appréciant, professeur d'altérité, mais aussi nous regarder, nous, dans un miroir, et où allons-nous? Quelle société voulons-nous vivre? Pour moi, ce que nous faisons chaque jour aux animaux est plus que le test de notre société, l'injustice de notre justice, c'est la preuve d'une culture de mort dont il faut sortir, car je crois vraiment que sans cela, nous allons directement dans le mur. D'où l'idée d'arriver à donner une armature conceptuelle, mais aussi sensible à cet âge du vivant, dont les animaux, la cause animale, n'est pas le tout, mais dont elle est le cœur battant. Je vous remercie.